Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour Fernand. Salut Guillaume, comment vas-tu? Bah ça va très bien le King donc qui est en vacances là, qui prend un peu de son temps pour une nouvelle intervention qui s'annonce passionnante. On va faire un retour un petit peu sur toutes les actualités du moment, bien évidemment en MMA, à commencer par la victoire de Cheick Kongo au Bellator. Cheick Kongo 46 ans, 13 victoires au Bellator. Bon, véritable monument pilier du MMA français. Absolument, rien à dire. Il rentre dans le panthéon du MMA français. Et Euh, oui, vas-y. ouais, c'était pour dire tout simplement sa place dans l'histoire. Pour toi aujourd'hui, est-ce que tu penses que Cheikh Kongo est reconnu à sa juste valeur? Non, pas assez. Je pense qu'honnêtement, on parle pas assez de Cheikh Congo et on ne lui donne pas les, les, les lauriers qui vont avec. Parce que quand tu as eu comment dire, la durée de vie qu'il a eu à l'UFC, quand tu as ensuite la durée de vie qu'il a eu au Bellator, quand tu as le nombre de victoires encore, cette victoire, elle est belle, hein, mais c'est la moindre c'est pas la plus brillante de ses victoires parce que en face, c'est pas le même, c'est pas le répondant, c'est pas le bon répondant qu'on a pour lui donner toute sa valeur. Mais je pense que euh, Cheikh Kouroué a écrit de très belles pages pour l'histoire du MMA français. Franchement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gars qui ont combattu autant de fois dans autant de pays avec des personnes de haut niveau comme lui. Et, euh, et continuer à être là, continuer à faire des victoires à 46 piges, c'est rare, c'est un record. Je pense que arriver à ces niveaux-là, bon, effectivement, on a eu Randy Couture qui est allé très loin. Je pense qu'il est allé jusqu'à 48 piges. Mais en tout cas, non, je pense qu'on ne lui donne pas assez, assez de retour. Je pense que, franchement, honnêtement, pour le MMA français, chez Congo a fait beaucoup. Et ben voilà, chapeau en tout cas Cheikh Kongo là qui va chercher un deuxième title shot au Bellator. Il y a eu aussi l'événement du week-end avec Jared Cannonier qui s'est imposé, bien évidemment, face à Kelvin Gastelum. Je voulais t'interpeller un peu sur la sortie de Jared Cannonier qui a dit je suis fauché juste après l'interview, numéro 3 mondial, ça fait presque plus parler cette déclaration-là que le combat en lui-même. Toi, est-ce que tu, on va dire, par rapport à ça, la question des salaires en MMA, c'est quelque chose avec lequel t'es d'accord, ou au contraire, tu te dis, bon, à chaque fois, forcément, il y a des gars qui ne seront pas d'accord avec le salaire qu'ils ont, qu'ils obtiennent en MMA. Et puis même Je, dans le sport, dans la vie en général. je trouve que vous, les journalistes, vous manipulez l'info comme vous voulez. Non, mais Jared Cannonier, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit que ça, en tout cas. Il n'a pas Sorti la dit que phrase du, ça. Il n'a pas dit que ça. sorti la phrase du contexte, vous êtes brutaux, les journalistes, c'est pas possible. Le mec a eu une interview avec Ariel Awani. Déjà, on te dit qu'un mec pas sur MMA House, sache que l'UFC va être allumé. C'est automatique, ok? MMA House, c'est Ariel Awani, c'est versus UFC. Ça, c'est la guerre mondiale, on le sait déjà. Ensuite, le mec est interviewé. On lui demande comment ça va, comment il se sent, ça paye et tout. Et il dit, bah, écoute, j'ai beaucoup de charges, tu vois. Donc, je vais payer mon équipe, je vais payer ma team où je me suis entraîné, je vais payer mon manager. Ensuite, je vais payer ceci. Et puis après, il ne me reste plus beaucoup de choses. Au moment où on vient combattre, nous, les athlètes, on est déjà endettés, machin, truc et tout. Il précise, attention, je ne me plains pas. Je suis très bien payé. Quand j'ai quitté mon boulot pour aller à l'UFC, ils m'ont permis de ne pas bosser et j'avais déjà un bon salaire. Cependant, il nuance le propos en disant, effectivement, j'aimerais, comme les gars de la NFL, comme les gars de la NBA, pouvoir avoir assez d'argent pour que je n'ai pas à me poser la question le lendemain. Si je me blesse, qu'est-ce qui va m'arriver? Si ceci, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, c'est un vrai problème de prévoyance sociale. C'est un vrai problème de syndicat. Il leur faut juste aux athlètes une union, un syndicat, une caisse d'assurance de prévoyance sociale, quelque chose qui est qui va pouvoir durer mais non, faut pas abuser de dire que le titre, il est violent. Je suis fauché. J'aimerais juste, je suis un athlète de haut niveau et j'aimerais juste être payé comme les athlètes de haut niveau. Oh, il dit ça, ça là, ce que je viens de citer là, il le dit en fin de discours en disant, oui, oui, qui n'aimerait pas être bien payé, mieux payé, j'aimerais être mieux payé parce que je suis un athlète de haut niveau. Voilà.
Ah, les journalistes sont dangereux. Vous êtes extrêmement dangereux, tu vois. J'ai fait, il y a quelques jours, j'ai eu un entretien avec 20 minutes et ils m'ont interviewé pendant longtemps. J'ai dit tellement de choses sur l'OMMA, sur l'Europe, sur l'Afrique, j'ai dit tellement de choses, tu vois. Et les mecs ont sorti un titre. Fernand Lopez s'enflamme. Cyril Gane serait le prochain Mohamed Ali. Et c'est d'une violence incroyable. La cache-phrase, elle est d'une brutalité incroyable. Avec sorti du contexte, le mec qui est de l'autre côté, qui a vécu toute une décennie, parce qu'il faut comprendre un peu qu'il faut être prêt pour accepter les comparaisons. Dans la vie, il faut qu'on te prépare psychologiquement pour accepter une comparaison. Sinon, c'est brutal et ça te choque. Parce que si je prends le français normal, qui connaît Mohamed Ali, bien Mohamed Ali, et qui connaît Cyril Gane, bien, s'il enlève le côté blasphème, intouchable d'Ali, mais tu compares à l'aise, quoi. Enfin, c'est que, ils ont quoi en commun? Ils sont deux poids lourds. Ils ont quoi en commun? Ils touchent sans se faire toucher. Ils ont quoi en commun? Et même dans le style de déplacement, si on part du principe que les athlètes de la décennie d'aujourd'hui sont moins futés, en tout cas moins dans la stratégie que les athlètes de la décennie précédente, on peut en déduire que Cyril Gane, on peut en déduire que Maradona, par exemple, soit meilleur que Pelé, la star du football, et on peut en déduire qu'un Neymar soit meilleur que Maradona, par exemple. Enfin, on pourrait en déduire qu'avec le temps, les athlètes deviennent meilleurs parce qu'il y a plus de connaissances sur l'enseignement, parce qu'il y a plus de notions sur les déplacements, parce qu'on sait, on peut nommer aujourd'hui les déplacements. À l'époque, quand Mohamed Ali se déplaçait, il volait comme il touchait, il bougeait. Aujourd'hui, je nomme les déplacements. Je peux parler des déplacements antéro-postérieurs. Je peux parler des déplacements en Z. Je peux parler des pivots. Je peux parler des déplacements latéraux. Je peux nommer les déplacements. Je sais que Cyril a une grosse évolution dessus. Mais il faut préparer le cerveau des gens quand on va faire les comparaisons. Juste jeter comme ça une grosse phrase en titre. Cyril Gane pourrait, déjà moi je dis Cyril Gane pourrait être le prochain Mohamed Ali. Et ça sort du contexte et les gens pourraient dire mais il est fou, pourquoi il blasphème? En réalité, préparer les gens déjà, aider les gens à être prêts à accepter de dire on va comparer un jeune avec un ancien, et c'est pas une affaire de comparaison de dire il est le même, c'est il pourrait être le même, il a le potentiel de rassembleur pour pouvoir lever les foules. Et même à certains niveaux, on pourrait même dire qu'il a certaines vertus encore meilleures que le vrai Mohamed Ali, dans le sens où Mohamed Ali était assez, les Français qui n'aiment pas l'arrogance, qui n'aiment pas l'insolence, qui n'aiment pas, pour le coup, ils ont un Mohamed Ali qui est encore en meilleure version parce qu'il est moins insolent et moins agressif et moins arrogant. Mais le seul truc, c'est que dans le cerveau de l'être humain, quand on te sort un truc comme ça de manière brutale sans avoir préparé le terrain, t'es en mode, ouais, mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Le temps que ça monte, l'info, et que tu dises, là, c'est pas faux quand même, c'est pas faux. Est-ce que si Mohamed Ali avait boxé en kickboxing avec Cyril, qu'est-ce que ça aurait donné en réalité? Ça veut dire que si chacun garde son temps, qu'est-ce que ça aurait fait? Et là, tu dis, ah oui, non, c'est pas faux, en fait, on s'enflamme pour rien parce qu'on l'a mis sur un piédestal où c'est un demi-dieu. On n'y touche pas, on n'en parle pas. Ça, c'est l'effet des titres. Et donc, du coup, le titre que tu me donnes, c'est le titre que Monsieur Ariel Awani a choisi pour parler de Jarek Kanoni. Mais en réalité, c'est pas ce que Jarek Kanoni a dit. Il a dit beaucoup d'autres choses. Et puis bah pour Mohamed Ali, la comparaison tu l'avais déjà faite l'année dernière, hein, donc ça ne date pas d'hier de toute façon. Ouais, pour c'est ça. De toute façon, j'ai dit pas mal de choses aussi bien avant et les gens ensuite les gens ne reviennent pas dessus pour te dire je m'excuse, tu avais raison. Il y a personne qui dit ah putain, il y a 2 ans, Fernand Lopez avait dit que Cyril il pouvait arriver dans le top 15 de l'UFC. Personne ne dit ça. Alors que les gens vivent comme si c'est normal ce qui s'est passé là. Personne ne dit ah putain, à l'époque, quand il avait dit qu'il pouvait arriver dans le top 15, on a rigolé, on a eu les crampes au ventre parce que le mec qui venait du TKO, on a dit qu'il peut... Non, personne n'en parle. Et c'est comme ça. Dès qu'il y a une nouvelle qui arrive, Schopenhauer, c'est ridicule,
impossible, possible, et puis ça devient évident. Donc, ça ne m'étonne pas que pour le moment, quand tu annonces ça, mais encore une fois de plus, je comprends que les gens soient choqués. Quand on t'envoie un message, on te dit, le pauvre canonnier, il a dit qu'il est fauché. Le gars, il combat à l'UFC, il est fauché. Oh! Tu vois ce que je veux dire? Cyril, c'est pareil. Quand Cyril il revient de son interview et quand on dit qu'il a annoncé Après, c'était différent parce que Cyril, il était content. Enfin, tu sais, il y a aucun moment où il a dit ah ouais, c'est dommage. Oui, mais comment ça a été tourné et repris par les journaux américains? T'as vu un peu tout ce qui, la battue qu'il y a eu derrière ça? Alors que les gars ont récupéré ça en mode, bon, c'est pas normal quand même parce que à ce niveau de Cyril, il devait gagner un peu plus, il devait faire ça, le pauvre Cyril. Et Cyril dit, mais les gars, c'est parce que je vous ai dit. Moi, je gagne pas grand-chose à l'époque. Je suis content de ce que je gagne déjà. Je ne dis pas que si on me donne plus, je dirais non. Mais je dis simplement que n'utilisez pas mes mots pour aller lutter contre Dana White. Le gars a son organisation. Mais, les gars, ce n'est pas une œuvre caritative. Il fait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas content, vous faites votre UFC ou UBD ou UBC, ce que vous voulez, et vous faites votre show et vous payez bien les gens. Chacun voit son truc. La seule solution, comme je dis encore, quand on n'est pas d'accord, on fait une union, on fait un syndicat, et puis on peut essayer en justice et faire quelque chose qui tienne la route. Pas juste aller de temps en temps... Tu penses que c'est possible, toi, ça d'ailleurs? Ou pas? Ah oui, absolument. Non, mais je veux dire, en MMA, tu penses que ça pourrait arriver, ça? Ah oui, la loi Ali, ça peut arriver partout. D'accord. Enfin, aujourd'hui, s'il y avait un bon avocat qui voulait faire, je suis pas celui à donner ses conseils, mais en gros, la seule et unique manière d'agir pour faire l'augmentation des salaires des combattants de manière générale, c'est d'avoir une union qui va faire un précédent juridiquement. Il faut qu'il y ait quelque part écrit une institution qui dit ce n'est pas normal. On juge qu'à partir de maintenant, on oblige les organisations sportives à payer, à reverser aux athlètes un minimum de 45% de leurs revenus. Par exemple, je dis n'importe quoi, en se basant sur la NFL, sur la NBA, par exemple. Et là, la loi dirait quelque chose. Mais tant qu'il y a des individualités qui se plaignent à gauche, à droite, perdez votre temps. Enfin, ça ne marche pas. Alors que les journalistes vous jettent en pâture. Parce qu'en gros, Alain Awani, lui, il est confortable, il n'a pas de souci, il fait son job, bien. Mais sauf que quand Cannonier sort de là, s'il ne gère pas bien son discours, il est dans le visage de l'UFC après. Donc, parce qu'il agit de manière individuelle, alors que s'il y a une union et qu'il y a une masse de personnes, tu peux pas t'attaquer complètement à une masse de personnes sans dire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une masse de personnes et que cette masse de personnes aille rester en justice avec quelqu'un qui les représente, un conseiller juridique. Et là, ça a une chance de marcher. C'est la seule chance que ça puisse marcher. On ne peut plus faire de bras de fer à une grosse organisation aujourd'hui. Ni le Bellator, ni le PFN, ni l'UFC. Personne ne peut faire un bras de fer avec eux parce qu'ils ont le monopole, c'est tout. Ouais. On parlait là de l'interview que tu as accordée à 20 minutes. La semaine dernière, on a parlé de la communication et donc aujourd'hui, cette semaine, finalement, le gros sujet du moment, ça va être ça. Comment bien, en tant que mentor, que coach, que aussi patron d'organisation et que manager, comment réussir à bien servir ses athlètes par la communication, mais là directement avec les médias et pourquoi pas de temps en temps se retrouver dans des situations potentiellement inconfortable. On l'a vu avec Ali Abdelaziz, qui lui, sur les réseaux sociaux, shot à tout va, mais permet aussi, mine de rien, à ses combattants d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Toi, t'as aussi adopté ça, tu mets ton armure, tu mets ton gilet pare-balles, et c'est parti, tu pars au combat pour tes gars. Comment est-ce que ça t'est venu, ça, cette approche finalement de te dire ça y est, il faut que je monte au front aussi pour eux, ou même, et puis même plus globalement pour défendre tes positions, parce qu'on se souvient aussi, c'était quand t'étais allé en plateau pour TPMP, lors du début de la fermeture des salles, t'avais défendu justement pas seulement le MMA Factory, mais toutes les salles face à la décision. Je pense que déjà globalement la définition que moi j'ai d'un coach, c'est que j'ai un professeur à l'INSEP qui avait sorti cette phrase, le coach, contrairement à l'entraîneur, le coach est le pont par lequel passera son élève.
En gros, ce qu'il nous suggérait, c'est de dire qu'à un moment donné, votre élève va devenir très bon, meilleur que vous, et vous devrez être la personne qui s'allonge pour devenir un pont sur lequel va marcher l'élève, traverser, arriver de l'autre côté. Vous aurez réussi quand votre élève vous a dépassé et que vous lui avez permis d'y arriver. Et en gros, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'un coach fait tous les jours. C'est de prendre les balles perdues, mettre son gilet et encaisser et défendre comme il peut défendre. Euh, récemment, euh, Et pour toi, il y a des choses, je veux dire, que toi, tu peux dire et qu'un athlète, un combattant ne peut pas dire et que même si tu vois, toi, on va dire, t'es son manager ou t'es son entraîneur, c'est ok quand c'est toi qui le dis. c'est pas OK, mais peu importe si c'est OK ou c'est pas OK, mais il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire. C'est très concrètement, je prends l'exemple d'Alan Bodo, le combat il est terminé, les gens et j'ai fait mon débrief avec lui déjà en personnel. Ensuite, j'en ai parlé un peu sur la sueur et récemment j'ai vu un truc qui est passé sur MMA Fitness où le jeune qui faisait l'interview et puis Jérôme Pelletier disait que Alan n'avait pas sa place à l'UFC. J'étais outré par ça parce que pas que déjà ils ne peuvent pas le juger. C'est que déjà on est d'accord que Nick Ménard, le matchmaker de l'UFC, connaît un peu plus qui peut être à l'UFC que Jérôme Pelletier ou que le jeune en question, j'oublie le nom, qui est le gars qui s'occupe du média, qui m'interviewait à l'époque. Il s'appelle Guillaume d'ailleurs, aussi, le petit jeune. Déjà, parce que c'est la base, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas. Tu peux donner ton avis et dire le gars il n'est pas bon, il ne te plaît pas, c'est pas ton style de gars, je l'entends, mais tu ne peux pas. Donc du coup, je sais que Alan Bodo ne peut pas aller dessus, aller au charbon et se défendre dessus, mais au-delà du fait que je sois son entraîneur, c'est un ami et je trouve que c'est injuste parce que en gros les explications qu'il donnait ne m'allaient pas exactement dans le sens où il dit Alan Boudou a tourné le dos, c'est inexplicable, c'est inacceptable, on ne voit plus ça à l'UFC quand tu te mets en boule. Mon gars, je ne sais pas quel UFC tu regardes, mais quand Cyril a combattu avec Derek Lewis est numéro 2 mondial, il s'est mis en boule au calme. Il n'a même pas à discuter, il s'est mis en boule calmement. Il a, il a eu un jab à l'œil, il a tenu son œil en mode, il s'est mis en boule au calme. Et alors, qui a dit quoi? Est-ce que tu vas aller dire à Derek Lewis qu'il n'a pas sa place à l'UFC? Non. Je pense que tu vas dire à Derek Lewis ce que nous, on a dit à Alan, faisons un effort au niveau du mental. Viens, on met un peu du cœur, viens, on s'entraîne un peu plus, viens, on reste un peu fort mentalement. Voilà ce que tu peux dire. Tu ne peux pas dire que le gars il n'a pas sa place à l'UFC. D'autant plus que le mec en question dont tu trouves qu'il a la place à l'UFC, il a plié au premier round, quoi. C'est-à-dire que le premier round, quand Alan arrive, il domine complètement. Et ensuite, le jeune qui s'appelle Guillaume, qui fait l'interview, dit effectivement, quand tu tournes le dos déjà, en MMA, tu tournes le dos, bah, ça veut dire que c'est fini. Très mauvaise lecture de jeu. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Anderson Silva tourne le dos et met des coups de coude. Alan Boudou tourne le dos pour mettre des coups de coude. C'est pas la première fois. Et on l'a surnommé le Ziak parce qu'il ne fait que ça. Parce que sur son combat au TKO, par exemple, contre Stout, on le voit qui tourne le dos, qui met des coups de coude dans tous les sens et tout. Ça marche, ça réussit. D'ailleurs, face à l'un des adversaires les plus durs en ce moment chez les poids lourds, l'anglais, Thomas Pinal. Thomas Spinal, c'est Thomas Spinal a changé de niveau, amené Alan au sol. Parce que quand Thomas Spinal s'approchait et qu'Alan tournait le dos, il sentait des coups de coude venir dans tous les sens et tout. Et donc, du coup, il n'osait pas entrer. Il a décidé de l'amener au sol. Alors que c'est un tueur à gage debout. Donc, voilà, à ce moment-là, je me sens investi du devoir de communiquer dessus, quitte à ce que ça fasse que ça fasse encore des ennemis du mécontentement, mais il faut bien que quelqu'un s'exprime, qu'on dise quelque chose, tu vois. Et donc, il y a des sujets comme ça où je pense que dire par exemple qu'Alain Boudou il n'a pas sa place chez les poids lourds et qu'il devait être là, non, c'est pas, ça se base sur quoi? Et quand tu demandes au gars, ça se base sur quoi? Il dit, il n'a pas la pêche. Il ne frappe pas, il ne met pas les carreaux, il n'a pas la pêche. Ok, bon, Cyril gagne,
on peut le ramener chez les loups légers, quoi, ou chez les 84 kilos. Alors que non, c'est pas parce que tu ne frappes pas comme Jairzinho, que tu ne frappes pas comme Derrick Lewis, que tu n'as pas ta place chez les poids lourds à l'UFC, ça veut rien dire. La preuve, c'est que le mec avec lequel Alan Bodo a combattu sur le premier round, il essaie d'amener Alan Bodo au sol, Alan Bodo le retourne, le fout sur le cul et lui assène du ground and pound. Ça, c'est une épreuve de force contre force. Ça veut dire qu'il a largement sa place à l'UFC chez les poids lourds. Sinon, donne-moi un argument que tu connais que je connais pas. Autrement dit, va pas. Moi, le seul argument que j'ai retenu dessus, c'est je n'aime pas ce genre de combattant. Ça ne plaît pas aux gens, c'est pas, et je l'entends. Oui, parce qu'il C'est faisait la normal. comparaison avec Nassourdine Imavov. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'en gros, si tu me dis, moi, j'aime Nassourdine Imavov, je n'aime pas ce genre de combattant comme Alan Bodo, bah, bien sûr que je te dis oui. Si tu me dis, je n'aime pas Nassourdine Imavov, moi, je préfère les combats comme Alan Bodo, bien sûr que je te dis oui. Chacun son style, chacun son goût. Je l'entends complètement, mais je t'interdis de salir les gars comme ça. Le mec est déjà à terre parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il a fait une performance qui ne lui plaît pas du tout. Son équipe lui a déjà fait les remarques nécessaires pour la construction. Donc voilà. En général, c'est ça. C'est pas un plaisir. Hein. Il faut qu'on comprenne bien que sur la communication, c'est pas un plaisir de prendre, comme tu dis, de mettre la cape et d'aller au front et d'aller parler et tout. Je vois ce que les collègues font. On parle d'Ali, par exemple. Bah, c'est grâce à ça qu'il réussit à avoir des combats, des short notices, des machins, trucs. C'est grâce à ça. Parce que la réalité, c'est que si je ne parle pas de Cyril, à tue-tête, c'est pas sûr que cette ceinture il aurait eu l'intérimaire si je ne le pousse pas et je ne crie pas dessus, je ne crie pas son nom et que je pousse auprès de l'UFC, c'est pas sûr que ça évolue. Enfin, si je ne pousse pas et je ne parle pas assez de Nassourdine Imavov, quitte à être dithyrambique dessus, c'est pas sûr il a affronté un mec du top 10. Enfin, c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui servent à quelque chose. Moi, je l'ai essayé. C'est que je ne sais pas pour les autres. Il y a beaucoup de gars qui sont des conseillers, mais pas des payeurs sur les réseaux sociaux, qui te diront, ouais, mais parle moins, coach, ça parle moins. Voilà, je sais pas quel coach vous voyez, mais ce que je vous suggère, c'est que ayez une salle de sport, développez la salle de sport. Voyons voir où vous allez avant de donner tant de conseils. Je comprends que tout le monde puisse donner un avis sur tout. On voit des gars qui sont des experts sur le foot, qui vont conseiller sur le foot alors qu'ils n'ont jamais joué au foot. C'est pas un problème, ça. Moi, je ne dis pas que ils n'ont pas, les followers qu'on a là qui nous suivent ont le droit de donner leur avis. Cependant, moi, j'aimerais qu'il y ait de l'humilité, de la même humilité qu'on nous parle, on nous demande de l'humilité. Il faudrait qu'en face, il y ait de l'humilité de se dire que si je vais parler à Dana White, je devrais lui donner le bénéfice du doute. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ça fait 20 ans qu'il a hissé son organisation au plus haut niveau, c'est le benchmark mondial. Comment je fais pour arriver le lendemain? J'ai 20 ans, je suis né quand lui, il bossait déjà sur ça. Je lui dis, mais non, n'importe quoi ce que tu fais de la merde, t'as mis une ceinture intérimaire, calme-toi. T'inquiète, s'il savait que c'est mauvais pour son organisation, il l'aurait pas fait. C'est une organisation où il fait des bénéfices. Et il fait un choix pour le faire. Donc, moi, Fernand Lopez, quand je décide de communiquer et de prendre notamment la communication pour hyper les combats, pour donner des secrets, il y a des gars qui vont te dire, oui, mais coach, t'es sûr que tu n'en dis pas trop parce que les gars pourraient copier, prendre des infos et à ça, je réponds, il y a deux axes. La première des choses, c'est que je ne sais pas si vous connaissez Idriss Aberkan, je pense que vous connaissez maintenant, c'est un Français qui travaille beaucoup sur l'économie de la connaissance et la neuroscience, et que j'aime beaucoup. Et en gros, il dit quelque chose, c'est de dire qu'on a une économie où les fauchés, les chômeurs ont un pouvoir d'achat beaucoup plus grand que les directeurs des PDG ou les CEO. On a une société où l'économie du commerce, elle est toujours à somme positive. Ça veut dire que si tu me donnes 10 euros et que tu avais des sous, il te manque 10 euros dans ton compte. Mais si tu me donnes 10 unités de connaissances, je récupère ces 10 unités de connaissances, mais ils t'appartiennent toujours, tu les as toujours tes 10 unités de connaissances. Mais en plus de ça,
comme tu m'as donné de la connaissance, en mutualisant nos connaissances, on sort à peut-être 10 autres unités de connaissances à travers le fait qu'on est mixé. Et donc, je suis persuadé que donner de la connaissance ici ne m'enlève rien. Je suis convaincu que dans chaque sujet, toi sur la communication, par exemple, tu es la locomotive, je suis le wagon. Je peux continuer à t'imiter, mais je serai toujours la locomotive et tu seras le wagon et tu seras la locomotive sur la communication. De la même chose sur les préceptes que j'ai sur l'enseignement et la méthodologie d'enseignement du MMA, je peux le raconter 10 000 fois. C'est très compliqué d'en tirer bénéfice totalement et de me les piquer. Si ça peut vous aider, ça vous aide. Mais je suis persuadé que ça ne m'enlève pas de la connaissance. 1, ça développe le sport. 2, ça vulgarise et démocratise le sport. Et puis, in fine, ça permet d'avancer. Parce que mine de rien, aujourd'hui, tu peux être un très bel athlète, un très bon athlète, très bon stratégiquement, aller combattre, ne pas être connu du tout. Pourquoi? Parce que tu as peur et tu dis, faut pas dire comment je m'entraîne. Faut pas dire ce que je fais. Je gagne mes combats en secret. De l'autre côté, tu as une autre école où on te dit, mais non, il faut communiquer. Comment tu fais? Il faut que tu te fasses connaître. Mais tu communiques sur quoi si tu ne parles pas des contenus d'entraînement, si tu ne dis rien? Du coup, j'ai trouvé le juste milieu où tu peux brasser les deux. Tu peux à la fois avoir de la connaissance que tu donnes sur tes méthodologies, sur ta vie, sur ta life, ça, ce que tu fais à l'entraînement. Tu peux être un très bon combattant. Il suffit jusqu'au moment où tu donnes les informations que tu donnes beaucoup d'informations. Au lieu de donner peu d'informations, pas d'informations, donne beaucoup d'informations. Je donne un exemple. Je vous parle de Cyril Gane et je vous dis, Cyril Gane, il a une méchante twister. Twister, c'est une soumission super compliquée. Je vous dis, il sait faire banana split. Je vous dis, il sait faire electric chair. Et je vous dis en même temps, attention, le premier combat de Cyril Gane en MMA, il gagne par guillotine. Le deuxième combat de Cyril Gane à l'UFC, c'est le deuxième. Le troisième combat de Cyril Gane, il gagne par soumission. C'était quoi? Arm triangle. Et c'était le quatrième combat. Le cinquième combat de Cyril, il gagne par clé de talon. Quand je vous ai dit ça et que je vous ai annoncé que Cyril, il est encore dangereux en twister, dangereux en machin, dites-moi un peu en tant qu'entraîneur, vous choisissez quoi? Vous défendez quoi? Vous vous mettez à défendre tout le grappling. Vous ne défendez plus qu'une seule clé. Chaque fois que je sors des paroles de ma bouche, c'est assez mesuré dans ce que je dis et les gens sont souvent en panique en se disant, mais est-ce qu'il n'en dit pas trop? Mais non, la stratégie que je vous donne, c'est une stratégie qui est globale de dire que vous avez la solution de communiquer, mais au lieu de pas communiquer, communiquez beaucoup du coup. Quand tu as un skieur comme Cyril Gane et on te dit, attention, il est dangereux en coup de coude. Bah, tu l'as vu, il a mis des coups de coude, ça marche. OK? Mais on te dit, attention, en boxe anglaise, il est chaud quand même. Il a tourné avec des mecs de l'anglaise à l'INSEP et tout, il est chaud. Et on te dit, bon, attention, il peut faire tomber aussi quand même. C'est pas genre, tu vois, il peut faire tomber des fois. S'il y a un bon timing, tu tombes. Tu te dis quoi dans ta tête? Je prépare quoi? En tant que coach, moi, je me mets dans les chaussures d'un coach qui a du réflexif, qui a du cognitif. Tu prépares quoi? T'es perdu. Tu prépares tout le MMA. Et c'est tout ce que je veux. Moi, je veux juste que les gens se préparent pour le MMA contre lui et je veux juste avoir la liberté de parler comme je veux du coup de contenu d'entraînement. Parce que du coup, j'ai la liberté totale de parler. Pendant que toi, tu as peur de parler et que tu te dis, ah, je peux pas dire ci, je peux pas dire ça. Mais non, moi, je peux dire plein de choses. Je peux dire plein de choses puisque je sais que je peux parler de plein de domaines où il est bon et c'est pas bien grave, tu vois. Voilà ma méthode dessus et pourquoi je pense que des fois, il faut prendre le pas dessus parce que l'un des facteurs prépondérants pour la performance sportive aujourd'hui, c'est la communication. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je le fais. Avec récemment, mon cher ami disait que mais qui ça exactement? Je ne sais pas, je ne vois pas de qui tu parles. Tu vois pas? Non, je parle de Francis. Dans une interview accordée à GQ US. Ouais.
c'est ça. Dans une interview, il disait que Fernand Lopez a toujours aimé, voulu être célèbre. C'est une, c'est une possibilité. C'est quelque chose et heureusement. C'est-à-dire que si j'enseigne le MMA, je suis formateur en MMA, j'ai une école de formation qui s'appelle FMC. Quand j'enseigne le MMA, je demande aux gars d'essayer d'être célèbres. Pas dans le célèbre, d'aller montrer leur ganache où ils peuvent, mais d'essayer de faire connaître leur boulot. Comment veux-tu avoir la meilleure salle d'Europe si tu n'es pas connu? Explique-moi comment tu fais. Comment tu fais pour avoir la meilleure salle d'Europe si on ne te connaît pas? Ça n'a pas de sens. Quand tu veux être un sportif de sport de combat, tu vas pas en disant j'ai envie d'être célèbre. Tu vas en disant j'ai envie d'être champion. Mais sauf que quand tu deviens champion, tu deviens célèbre automatiquement. Ça va de soi, ça va avec ça. L'analyse et la narration qu'on va vous donner en disant il aime se faire voir, non. Ceux qui savent, ceux qui sont les médias le savent. Les médias sont au courant, c'est que toi, je ne compte pas le nombre de fois où tu m'as invité et je ne peux pas être présent. Et je ne peux pas. Je te dis, je ne peux pas. C'est pas possible. En termes d'interview. Bon, toi, on s'en moque un peu parce que les gens diront, bon, vous connaissez, vous faites le KNDJ de toute façon toutes les semaines. Tu vas sur RMC Sport. Tu demandes à Laurent, n'importe lequel des rôles Laurent sur RMC Sport. Donc, il s'occupe d'inviter des intervenants sur le plateau. Je lui ai envoyé un texto récemment. Salut Laurent, j'espère que tu vas bien. Je suis désolé. Ne pense pas qu'il y a un problème entre toi et moi, que je puisse plus, ça fait quand même une série de peut-être 7 shows où tu m'as invité et je n'ai pas pu être là, mais c'est juste que quand je peux ne pas être là et tout, ça m'arrange pour que je puisse placer mes gars et qu'ils puissent être sur le plateau plus tôt. Le combat le dernier combat pour la ceinture de poids lourd à l'UFC, j'ai eu sur le même combat 4 invitations de la part de AMC. Fernand, s'il te plaît, c'est important que tu viennes. Si tu viens, tu as la légitimité de parler des poids lourds, tu as la légitimité de parler de l'un des poids lourds qui va faire la ceinture. Tu connais, tu peux nous donner des insides, des outside, tu peux nous expliquer en temps réel ce qui se passe. Je suis désolé, Laurent, je peux pas. Je suis vraiment occupé, je suis un peu busy, mais je peux pas. En réalité, c'est un choix de ne pas me présenter quand ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas... Quand je parle avec toi là, on sent que je suis dans la passion. Je suis enthousiaste à parler avec toi. J'aime ce que je fais. Quoi que tu fasses dans la vie, fais-le bien. Soit je décide de ne pas faire King NDG, soit si je décide de le faire, je le fais bien. Je suis en vacances, mais je le fais bien parce que je m'étais engagé. J'avais dit, je serai là toutes les semaines pour vous. Je vais vous donner un peu de mon temps toutes les semaines. Je m'engage. Mais soit je peux pas être là, je suis pas là. Il n'y a pas plus grosse visibilité que de se mettre sur RMC Sport en France le jour où il y a la ceinture de poids lourd à l'UFC. Il y a tellement de choses à dire et je suis légitime pour en parler. J'ai choisi, alors que jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour de l'événement, j'ai reçu un texto d'un autre, Laurent encore de RMC, qui disait, sache que tu as toujours ta place là. Tu peux venir si tu veux. Tu peux, voilà, quand à la dernière minute, tu changes d'avis, on est là, il y a ta place sur le plateau. Je n'ai pas pu aller. Le countdown de l'UFC, quand tu fais l'OMMA dans ta vie, quand tu fais le sport dans ta vie et que tu veux percer, le sport olympique, tu attends d'arriver sur le village olympique et tu as percé. L'OMMA, quand tu enseignes l'OMMA dans ta vie et que tu peux passer dans un countdown, tu as percé. Tu as transpercé la stratosphère. C'est le max de la communication et de l'exposition que tu peux savoir quand tu es dans le countdown de la ceinture de l'UFC. Le countdown m'envoie le message pour me dire, on vient à ta salle, on veut te filmer. Le boss a demandé qu'on te filme avec Cyril Gane parce qu'il y a une narration qui va continuer après ce combat. Et j'ai dit, les gars, je ne peux pas. Je vais en vacances à MFI. Je peux pas. Vous allez être avec Benjamin, vous allez être avec Cyril. Ils insistent en disant, est-ce que tu ne peux pas? Benjamin me demande, frère, prends l'avion aller-retour, reviens, fais une journée avec eux, ils filment un peu quelque part d'où tu repars. Je dis non, Benjamin, c'est bien pour toi aussi, que tu sois là, tu le mérites largement, tu es un excellent coach et tout, reste dessus. Je n'ai plus à prouver au monde entier que
je ne cherche pas la lumière pour chercher la lumière. Je cherche à placer mes gars. Je cherche à être numéro un dans ce que je fais, quel que soit ce que je fais. Si je suis coach, je vais être le numéro un. Quand je suis préparateur physique, je vais être le meilleur préparateur physique. Quand je suis, quoi que ce soit que je fasse, quand je suis l'invité sur ton podcast, j'ai envie d'être le meilleur invité. J'ai envie de te faire le meilleur score possible que tu puisses avoir. C'est comme ça, c'est ma mentalité. J'ai envie. Je ne dis pas que je le suis, j'ai envie de l'être. Et donc, du coup, dans ce sens-là, dans le même sens, quand je deviens une salle de sport et que j'ai des athlètes, j'ai envie d'être le meilleur. Et donc, du coup, je vais jouer le rôle de les contacter, mais pour autre chose. J'appelle RMC. Est-ce que tu peux avoir aujourd'hui Alan Bodo sur les commentaires? Il est bon. Est-ce que tu peux avoir Taylor Lapillus? À l'époque, c'était SFR Sport Combat. Moi, je te parle d'il y a il y a de cela 6-7 ans. C'est moi qui appelle les gars de Combat Sport et que j'ai dit, est-ce que vous pouvez prendre Taylor avec vous, le former pour qu'il devienne un média, pour que je donne cet espace-là pour qu'on puisse les avoir. C'est moi qui appelle Beansport pour dire, est-ce que vous pouvez recevoir Francis à tel moment, est-ce que vous pouvez recevoir Resident Zwag, est-ce que vous pouvez recevoir... Je donne des plateformes sur lesquelles les gars peuvent aller, même quand ils n'ont pas encore une très grosse visibilité. Je me rappelle, j'ai appelé pour Alex Lauré quand je le manageais. J'ai appelé, est-ce que vous pouvez recevoir Alex Lauré sur RMC Sport? Enfin, dès que je peux donner un plateau télé et l'occasion à un de mes athlètes de se montrer et de pouvoir avancer, je le fais. Cependant, il y a des moments où ils vont pas pouvoir le faire, ils peuvent pas s'engager, ou ils n'ont pas l'autorité pour le faire. Ben, je vais prendre le rôle à leur place, quoi. Je vais dire la vérité en disant non, voilà ce qui doit se faire. Mais c'est pas genre je rêve et je suis là en mode si on peut voir ma tête. Non, non. Je pense que c'est ça qui permet. Il y a une méthode qui est assez marrante, c'est que quand Michael Lebou est arrivé à l'UFC et Taylor était à l'UFC, les éléments de langage que je leur donnais quand on allait à Cracovie, c'était de dire, quand vous arrivez à la conférence de presse, parlez de Francis. Dès que vous arrivez à la conférence de presse, dès qu'on vous demande un truc sur votre salle de sport, parlez de Francis en disant que c'est un nouveau poids lourd qu'on a dans notre salle, c'est un tueur et tout, il va faire mal à l'UFC. J'ai besoin de ça. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que pour le management, ça va me servir. J'ai besoin que vous, comme vous êtes déjà à l'UFC, vous parlez. Et donc, du coup, Michael Lebou, Taylor Lapillus, mettait souvent, quand il le pouvait, des placements de ce genre sur Francis. Et donc, du coup, Francis, quand il est passé aussi, lui, à la place de combattant, c'est ce que j'attendais de lui en demandant. Est-ce que tu peux faire du placement pour tes autres gars? Est-ce que quand tu as l'occasion, tu peux dire que il y a mon gars, Taylor Lapillus, qui est sorti de l'UFC, mais c'est un très bon à la salle et tout, il va revenir bientôt, il faut qu'il revienne et tout. Est-ce que tu peux faire du placement? La suite, on la connaît. Et toi, est-ce que t'as eu un gros coup, justement, avec ça? Quand je dis un gros coup, c'est quelque chose où t'as accordé une interview, où t'as eu une prise de parole, et cette prise de parole-là t'a permis directement, enfin, où vraiment c'était exactement lié à ce que t'avais fait. Je suis persuadé que Joe Silva a beaucoup apprécié ce ce que Thiago et moi on avait inventé à l'époque, qui était hashtag Heavyweight Invasion. En gros, on avait sorti un hashtag qui était HW Invasion. Et donc, on demandait on mettait ça en hashtag sur les réseaux sociaux de Taylor, de Michael, de ce qu'on avait comme asset, y compris même Joanna Jezeski, qui était la championne et qui était managée par Thiago à l'époque. On rajoutait cet hashtag de temps en temps parce que ça permettait qu'on ait un coup dessus, et ça a permis qu'on donne de la grosse lumière à l'entrée et qu'on puisse faire entrer Francis à l'époque. Je suis persuadé que c'est la communication qui a donné le respect sur la position aussi de Cyril, de se dire que quand il devait entrer pour le contender série, j'ai dit à Mick, non, il n'est pas fait pour le contender, il est fait pour le grand bain. Envoyez-le tout de suite dans le bain avec les requins. Et il me disait, mais comment, pourquoi tu es sûr de... Je dis, oui, je te dis, il n'a vraiment pas le niveau du contender, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Et oui, en termes de qu'est-ce que la com m'a apporté
Bah, c'est la com qui a fait, par exemple, que Reebok nous contacte. On a fait un partenariat de 5 ans avec Reebok. Reebok était partenaire unique et exclusif de MMA Factory en France. D'ailleurs, il y avait que 3 salles. Il y avait SBG de Connor, il y avait Eke, Trista? Ouais. euh, Je crois que c'est Rissa, non? Trista. Non, pas Trista? Ayabusa. Ok. Non, non. Rissa, c'est Ayabusa. Non, non, Ok. c'était Eke de Connor, de Khabib qui avait Reebok. Et puis, il y avait nous. Et donc, on avait cette exclusivité-là avec Reebok parce qu'ils sont venus à nous directement parce qu'on avait cet élément de communication toujours en avance où on vend les athlètes du MMA Factory, mais on vend aussi le savoir-faire. C'est-à-dire que euh, les gens ne comprennent pas. C'est terrible, c'est terrible. Les gens n'ont pas encore de salles de sport qui tiennent la route. Ils sont en galère de pouvoir s'en sortir avec les salles de sport. Mais ils viennent donner des conseils à une salle de sport qui tient la route à mort parce qu'elle communique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est élu comme salle premium en France, comme salle de sport par la région Île-de-France, avec des solides subventions, parce qu'on communique et parce que les instances viennent à nous en disant, bon, nous, on a besoin de s'allier avec vous parce que vous tenez la route. On a la moitié de nos sponsors, ils viennent directement à nous. On ne les cherche même pas. Bonjour, on a envie de faire un truc. Hier, j'ai reçu un message d'une célèbre maison de couture qui appelle pour dire qu'ils veulent sponsoriser tous les athlètes de haut niveau chez nous et tout le MMA Factory en fringues, en chaussures, habillés du haut à la tête, du bas à la tête, sans débourser un euro. Et malgré ça, je compte négocier encore de l'argent au-dessus de ça parce qu'il y a de la communication. Enfin, la communication n'est pas juste un truc où on braille pour brailler. La communication, c'est fait connaître, c'est fait savoir ce qu'on fait. Il faut que les gens comprennent ce que vous faites. La communication, c'est se vendre. Nos athlètes qu'on a là en Europe souffrent de ça. Gustafsson, il va à l'UFC, il combat à l'UFC, il fait un combat de malade contre John Jones, le code du monde. Et on l'a oublié, on ne sait même plus c'est quoi, parce qu'il n'y a pas une histoire derrière le combat. Il n'y a pas une grosse histoire derrière le combat. Maurice Shogun contre Vanderlei Silva, l'histoire, on se souvient. Ça fait 20 ans, mais je me souviens que les deux, il y avait Shoot Box, il y avait la BTT. C'était deux gros clubs qui se faisaient la guerre au Brésil. Ils ont fait un combat monumental et tout le monde s'en souvient. Donc, il faut une narration dans l'histoire. Il faut vendre l'histoire. Aujourd'hui, on a le combat de deux mecs qui sortent de la même salle de sport. Et tu as tous les conseillers qui disent, ouais, mais taisez-vous, hein, n'en parlez pas trop, vous abusez là, les gars, vous êtes des frères, mais non, n'en parlez pas trop. Mais c'est à quel moment vous allez capter que l'histoire, elle se passe maintenant et que vous avez l'opportunité d'avoir l'UFC qui arrive en France, qui va s'installer définitivement parce que vous avez fait un combat monumental avec une vraie histoire qui n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire réelle. C'est une histoire biblique, c'est une histoire de Cain et Abel, c'est une histoire monstrueuse. Et il y a pas des gens qui voient ça et qui se disent, il y a l'occasion là de créer une histoire. Et on est juste en mode, attention les gars, oh là là, vous avez exagéré, ou vous avez dit ceci. Mais les gars, bon voilà, peut-être je comprends rien, mais voilà. En tout cas, personnellement, je m'inspire des personnes qui ont réussi dans le milieu. Je prends un peu de tout. C'est-à-dire que je vous ai parlé de mon mentor sur le management, Thiago Okamura, avec lequel j'ai travaillé très longtemps, avec lequel je travaille toujours, qui est un très, très bon ami, c'est au-delà de l'amitié même. Et lui, par exemple, c'est quelqu'un de très, très, très réservé. Vous ne savez même pas, en fait, vous connaissez Ali. Ali, tout le monde, c'est évident pour vous, c'est un des managers. Thiago, c'est un tueur à gage. C'est un tueur. C'est que, en termes
avec moi, on a amené Francis à la ceinture, Joanna Jezewski, champion de l'UFC, Jessica Andrade, championne de l'UFC. Enfin, il a ramassé du monde, je ne te compte même pas. Enfin, voilà quoi, il y a du monde. Mais à côté de ça, il est très réservé et personne ne le connaît. Et c'est dommage parce que si on le connaissait, il aurait 10 fois plus, il aurait envahi tout l'UFC déjà. Mais voilà, il est dans la discrétion et ça, c'est lui, c'est son trait de caractère. Tu peux pas le changer. Il est comme ça. Et c'est pour ça que je l'aime pour ça aussi, parce qu'il est très distrait. Cependant, je vais prendre du bon de lui, de l'expérience qu'il a eue. Lui, il a commencé à manager. Il avait 16 ans. Il était un gosse au Brésil et tout. Il jouait sur son ordinateur. Il plaçait les gens au Japon. C'était un petit geek. Donc, si tu veux, je prends tout ce qu'il a comme expérience, je travaille beaucoup avec lui. À côté de ça, je prends l'expérience de communication d'Ali. À côté de ça, je vais prendre l'expérience de communication de Lenny. Je sais pas, Lenny, c'est la bosse on va dire que vice-président de communication de l'UFC. Voilà, c'est vraiment quand vous voyez Dana White chercher un bout de papier ou dire est-ce que j'ai le droit de dire ça? Il fait ça. Bah, c'est son regard qui cherche. C'est son approbation qui cherche. Si elle fait ça, ça veut dire que Dana White peut en parler. OK? C'est une tueuse. Et donc, elle, sur les conseils, moi, je parle avec elle et elle te donne des conseils. Moi, il est arrivé qu'elle me donne des conseils, notamment sur, à l'époque, en 2018, quand il y a eu cette grosse défaite pour la ceinture. Il y avait pas mal de médias et de journaux américains qui me déchiraient et tout. Et j'étais mal parce que je n'avais pas de... C'était faux. Ce qu'il disait était faux complètement. Je savais que j'avais fait quelque chose de correct et j'avais une injustice qui arrivait. Et donc, du coup, elle me demande, ça va et tout. Je lui dis, non, ça va pas, je suis perturbé par un truc et tout. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, bah écoute... on a fait ça comme compétition. Ensuite, Francis, il n'en parle jamais, il ne dit rien dessus. Il y a des gens qui disent des trucs très faux sur la manière dont on s'est préparé. Je trouve qu'il ne dit rien et bah, ça m'embête un peu, je sais pas quoi faire. Et elle m'a dit, je vais te poser une question. Si je te donnais $100,000 pour que tu discrédites ta salle de sport, on dit des trucs moches sur ta salle de sport, pour $100,000, tu prends ou pas? Je dis non, je ne le sens pas parce que c'est mon bébé. Même si on me donnait plus, je ne voudrais pas. C'est mon bébé, je l'ai fait, j'ai travaillé dessus, j'ai galéré pour le faire, je ne voudrais pas. Elle me dit, bah voilà, tu as ta réponse. Ta réponse, c'est que laisse savoir au monde de la vérité ce que tu as envie de dire. C'est que pour nous, c'est comme ça la communication. La communication, c'est que on réfléchit qu'est-ce que ça vaut pour nous, ce qu'on va dire ou ce qu'on va pas dire. Pour toi, ça vaut beaucoup la réputation qu'on veut coller sur ton dos. Quand on fait passer l'UFC pour une organisation, je sais pas moi, qui manipule les journalistes ou machin, ou les arbitres et tout, bah on va monter au créneau. On va en parler. On va dire ce qu'il y a. Et au risque même de dire des mauvaises choses sur les arbitres, on y va. Bah, moi, je pense que, aujourd'hui, tu fais une erreur de pas t'exprimer dessus. Mais ça, c'est un conseil de quelqu'un qui a de l'expertise sur la chose et qui va te dire, je pense que si tu penses que tu avais fait un bon game plan, si tu penses que ton élève ne le dit pas assez, n'en parle pas, vas-y, parle-en, parce que tu as quoi à perdre au final, et qu'en gros, tu as beaucoup plus à perdre si ta réputation elle est foutue complètement, au lieu de voilà, effectivement, je l'ai fait, ça a jazzé, c'était pas très bien parce que bon, certaines personnes ne comprenaient pas. Mais voilà, moi j'aime bien m'inspirer de ça, de me dire que il y a des personnes qui ont une certaine expérience, qui ont un certain métier depuis très longtemps, ça marche, ça tient la route et c'est dur de les critiquer en fait. C'est dur, c'est difficile d'aller critiquer un mec comme Dana White qui est capable d'aller au charbon pour aller faire tous les samedis. If you don't know now, you know. Le mec il fait un vendeur à la sauvette. Il vend le mec qui pèse 8 milliards. Mais il vend son show à la sauvette tellement tellement il est engagé dans son boulot. Il part d'où il est, il se fait filmer avec un téléphone pour dire if you don't know, now you know. Les gars, qui ferait ça? Est-ce que vous pensez que Bolloré, le boss de chez Vivendi, descendrait en bas au dernier étage, se faire filmer au téléphone et dire bon les gars,
les actions de Canal Plus ont augmenté cette année. Attention, vous avez aussi je sais pas moi, telle édition qui marche et tout. Vous avez non, parce que c'est pas une culture de chez nous. Mais moi, j'aime bien mixer les cultures et voir un peu ce qui se fait de bien. Et je trouve que euh, Dana White, quand il descend au premier étage, les Français disent oh là là, il aime trop montrer sa tête. Dès qu'il y a moyen, il montre sa tête. Putain, il est président de l'UFC à la presse conférence, il montre sa tête. À l'interview, il montre sa tête. Après, quand il faut aller vendre l'événement le samedi soir, au lieu de mettre une petite stagiaire ou un petit stagiaire, il montre sa tête encore. Oh là là, il aime trop sévère. Mais non. Est-ce que Dana White a envie d'être une star? Non, il veut pas être une star. Il est déjà une star. Non, il vend son business. Et je pense que ça, c'est l'erreur que les Européens font parce qu'on a un très bon vivier, on a un très bon terreau pour les athlètes et il nous manque le côté vendre ce qu'on sait faire. Et puis c'est aussi, à mon sens, hein, un moyen d'être, je sais pas pour toi, hein, mais je pense pour être indépendant quelque part. Dans le sens où c'est vrai que si t'avais pas eu cette notoriété-là et le MMA Factory n'avait pas cette notoriété, que t'étais pas si présent dans les médias, peut-être que au moment où Francis était parti, ou si jamais t'as un grand athlète qui part, bah tout peut potentiellement s'arrêter, parce que l'athlète qui a tout le following, tout, lui s'en va, et il te laisse sans rien directement. Absolument, absolument. C'est aussi l'un des pans dont on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que, tu sais, c'est qui Man of Shadow? Hmm. Enfin, chez vous ou au global? Non, globalement en France, qui a le surnom Man of Shadow? Ah non, pas du tout, vas-y. Bourama, ça te dit quelque chose, Bourama? Le coach de Tom Duquesnoy. Ben voilà. C'est un grand coach. Mais on n'en parle plus, on ne connaît plus parce que Tom Duquesnoy a pris la retraite. Mhm. C'est quoi le nom du coach de Ronda Rousey? Ah, je sais qui c'est, je vois son visage, c'est le coach d'Edmond Chabazian aussi, mais j'ai plus son nom. Ben voilà. C'est juste l'un des coachs, c'est le coach de la fille qui a été la plus grosse star qui n'ait jamais existé dans le sport de combat. Et tu ne te souviens même pas de son blaze. Parce que, ben voilà, il avait un athlète. Il s'est concentré sur un athlète, il a fait sa vie dessus, il s'est arrêté dessus. Mais non, non. Moi, je donne beaucoup d'amour à mes athlètes. Je suis avec eux à fond. Mais faut apporter le savoir-faire pour qu'il y ait du renouveau, qu'il y ait de la relève. Il faut qu'il y ait de la relève. Il faut que j'aimerais que le jour où Taylor la plus va en retraite, qu'il soit à la salle en train de m'aider à faire monter d'autres petits jeunes. J'aimerais que le jour où Sirigan va en retraite, qu'il soit traîné à la salle et tout, et qu'on ait ouvert certains MMA Factory à gauche, à droite, et qu'on soit là en train de faire monter d'autres jeunes, tu vois. C'est dommage que le projet s'arrête parce qu'il y a un athlète qui a décidé de changer de chemin ou qui a décidé de changer de stratégie, tu vois. Donc oui, je suis persuadé que c'est une grosse erreur que les gens font de penser que la communication, beaucoup de communication, c'est toujours négatif. Je pense que c'est une très grosse erreur. Mais c'est vrai que c'est pas dans notre culture en France. C'est surtout ça, hein, tout simplement. Je l'entends, mais c'est pour ça qu'on vulgarise ce sport aussi. L'idée, c'est d'apporter cette vulgarisation qui va donner aux gens l'occasion de capter que il y a beaucoup plus derrière que juste le fait de combattre. Si on comptait juste sur ça pour devenir star, ce serait dommage. Que Dana White n'a pas attendu d'être dans une cage d'octogone pour être célèbre. Joe Rogan, il n'a pas attendu d'être dans une cage pour être célèbre. Tu peux faire un métier à côté comme celui que tu fais podcast et devenir très, très célèbre. Joe Rogan, ça va, quoi. Il s'en sort. Taylor Lapillus n'est pas à l'UFC, mais c'est l'un des fighters français qui s'en sort le mieux parce que on a su communiquer sur lui et que ça lui a apporté des opportunités il est devenu restaurateur, il est devenu commentateur de l'UFC en France. Commentateur de l'UFC et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle un double projet, d'apporter aux gens la possibilité de faire d'autres choses à côté que d'aller devenir célèbre parce qu'on s'est tapé dans une cage. Et voilà. Et puis bon, on va pas se mentir. Honnêtement, les gars, s'il n'y avait pas Fernand, ce serait quand même beaucoup moins fun. Le MMA en général et puis le MMA en France. Parce que bon, là vous avez les punchlines toutes les semaines, plus mine de rien à chaque fois qu'il y a les post-fight interviews, tout ça, bon,
ça ajoute un petit peu. Et puis idem pour Dana White, parce que c'est vrai que je pense que l'UFC, je sais pas l'évaluer, toi peut-être que tu peux le dire, s'il y avait pas Dana White, ou en tout cas enfin je dis pas Dana White en tant que businessman, mais quelqu'un Oui, qui a mais endossé ça. absolument. Mais c'est une vraie stratégie, c'est-à-dire que c'est pas un truc. Mais il faut que vous soyez en réunion pour capter ce qui se passe. Moi, à ma petite échelle, je suis à Arès. Quand on est assis chez Vivendi, on fait les réunions. La stratégie est celle-ci. OK. À partir de demain, sur les 6 prochains mois, Fernand Lopez, tu vas être suivi par une caméra et tu vas communiquer. Non, non, les gars, pas moi, pas moi. Les gars, mettez la caméra sur Robin, s'il vous plaît. Robin, c'est mon patron. Mettez la caméra sur lui. Mais non, 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 Fernand, moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Toi, tu vas sortir de punchline, tu vas raconter des trucs, t'es bon dans ça et tout, vas-y. Non, les gars, mettez la caméra sur Benjamin, mettez autre chose, quoi. Venez, on communique. Non, Fernand, on n'a pas le choix. Il faut que tu fasses là. La rubrique, tu te rappelles la rubrique de Arès qui s'appelle Fellow Breakdown? Fellow Breakdown, comment j'ai lutté pour qu'elle n'existe pas en disant, mais les gars, non, vous n'avez pas encore, mais non, il faut que tu communiques, il faut qu'on fasse quelque chose. J'imagine, je n'ai pas été dans les réunions de l'UFC, j'imagine que c'est à peu près pareil et que on dit à Dana White, hey, boss, on a besoin de toi parce qu'il y a personne qui vend ça mieux que toi. Viens nous vendre le contenu de UFC Fight Pass. Et tu vas encore voir Dana White, il vient, il présente sa tête. Bon, les gars, je vais vous dire, on a 40 000 heures de vidéos, on a tout le Pride, on a tout machin. Venez vous abonner sur la librairie de UFC Fight Pass, juste pour 99 € par mois. Vous aurez ceci. Bah, voilà comment ça fonctionne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu agressif, un peu virulent sur la com pour que ça marche. Il faut à un moment donné qu'on puisse l'organisation s'arrange pour qu'il y ait une tête communicante à un moment donné, quelqu'un qui va se mouiller pour certaines choses et dire certaines choses. Ben voilà, attention, je ne dis pas que je fais ça juste pour les autres et que ça ne me plaît pas. Je vous ai dit encore que communiquer de manière générale, Ilyes, c'est un youtubeur belge qui a essayé de m'interviewer. J'ai fait une interview avec lui il y a 3 jours. Le mec, il n'en pouvait plus. Il a écrit à mon assistant Jason maintes fois. Il m'a écrit en direct. Ensuite, il a écrit maintes fois en demandant quand est-ce que je peux l'avoir et machin. Et ça prenait quand même du temps. OK. MMA Finance, si je m'étonne, ils peuvent le dire en direct. Ils peuvent écrire. Ils peuvent dire, Fernand, il nous a appelé pour nous dire il voulait être sur notre plateau. Non. Ils m'ont invité 10 000 fois, quoi. Ils n'en pouvaient plus en mode, bon, Fernand, pourquoi tu nous boycottes, quoi? C'est quoi le délire? On veut juste pouvoir être un média comme les autres. Et puis, finalement, je viens. Mon ami, mon protégé, Ebi, de Ebi Show, bah, tout le monde sait que j'adore aller là-bas, mais combien de fois il me tanne en disant, Fernand, je sais que c'est dur. On peut faire ça aujourd'hui à 1h du matin, 1h, je le plane. On peut faire ça à 2h, 2h, je le plane. Et puis finalement, je reviens. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais montrer ma tête dessus. C'est juste que sérieusement, au bout d'un moment, il faut taffer. C'est du taf. Il faut se lever, il faut venir là s'asseoir, faire son taf, puis on avance. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que je m'entends si bien avec, Benjamin et Cyril, dans le sens où Benjamin, on va se refiler la patate chaude. J'allais dire la patata bolente, comme c'est dit en italien. Mais j'allais dire la patate chaude. On va se la refiler en mode, dès qu'il y a un message qu'on reçoit d'un média qui veut nous parler, n'importe quoi, le Parisien, le machin, je mets le contact de Benjamin, je mets tout et je dis, allez l'interviewer sur le président de MMA Factory. Lui, il reçoit le truc, il rebalance de mon côté. Contrairement à ce que les gens vont voir visuellement, parce qu'au moment où on parle, on est super enthousiaste, c'est pas le meilleur truc qu'on aime faire d'aller communiquer dessus. Et à côté de ça, ce que j'aime aussi chez Cyril, c'est ça, c'est de dire que le mec a horreur de la com. Enfin, tu le sais, il déteste communiquer. Mais quand il y est, il prend son pied parce qu'il a la devise de se dire, à partir du moment où je décide de faire un truc, je le fais avec le sourire, je le fais avec la banane. Et donc voilà, moi j'espère qu'à un moment donné, les gars vont comprendre que c'est capital qu'on puisse mettre en avant ce qu'on sait se faire parce que les Américains le font beaucoup. Du coup, sur les MMA Awards, on parle beaucoup des teams américains, des coachs américains, des managers américains. On parle
peu de nous. Et je trouve que on a de la vraie connaissance, de la vraie compétence en Europe et on ne l'utilise pas assez. Ça devrait changer en tout cas, puisque Manon Fiorot est quand même nommée pour le titre de combattant de l'année. Ça va être un petit peu chaud pour cette année, mais pourquoi pas l'année prochaine. En tout cas, on lui souhaite le meilleur à Manon qui revient en septembre. On va passer aux questions. Fernand, chaque semaine, les gens peuvent poser leurs questions au King. Ça se passe dans l'espace commentaire. Et là, donc question, attention, du lourd, du très très lourd. J'ai une petite question pour le King, mais je pense que la vidéo a déjà été tournée. Dans cette vidéo, donc la vidéo postée sur le compte YouTube de Francis Ngannou, Francis laisse entendre que Cyril et Fernand savent qu'en session sparring, il avait l'ascendant. Il étant Francis. Son fameux When you know, you know. J'aurais voulu avoir une réaction de Fernand car je n'arrive pas à savoir si c'est de la confiance en soi qu'il essaie de s'appliquer ou s'il est réellement sincère. Bon, je n'en saurais rien. Je ne sais pas. Je n'aime pas faire les plans sur la commode. Je peux pas savoir si Francis est en train de bluffer ou s'il est sérieux. Je pense que c'est un peu comme quand il y a un combat de 5 rounds, de 5 minutes, et qu'on va à la décision et que le combat est serré. Les gens, ils te disent, bon, moi, je pense que j'ai gagné. Et l'autre dit, moi, je pense que j'ai gagné. Je pense que peut-être si on demande à Cyril, il va penser que durant les sparring qu'ils ont fait, il a dominé. Je pense que si on demande à Francis, il va penser que lui, il a dominé. Je n'en sais rien. Enfin, j'ai ma petite idée, je ne vais pas m'avancer dessus pour ne pas continuer à mettre l'huile sur le feu. Mais on ne va pas tarder à savoir. Très rapidement, on saura. C'est sûr que dans quelques mois, on saura qui savait quoi. On va savoir qui savait la vérité. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Et quelque part, toi, quand tu vois ces vidéos-là, la vidéo de Francis, est-ce que ça te fait pas plaisir parce que tu te dis, là, ça y est, le combat est en train d'être vendu et on s'en rapproche. Oh, enfin, en étant en dehors de tout ça. Non, je suis content parce que ça parle un peu, que Cyril parle, que lui parle, mais je trouve que c'est encore timide. Les D'accord. gars, vous rendez pas compte, c'est encore trop timide. Non, non. Euh, vous ne voulez pas avoir en Europe des combats comme ça. On va les oublier. Ils ont la chance, Francis et Cyril ont la chance d'écrire l'histoire, de faire un combat qui a une vraie histoire. Il faut l'assumer, l'histoire. Il faut aller à la guerre. Parce que chaque mot, chaque manière dont ils se comportent, chaque punchline qui sort, ils vont décider s'ils finissent millionnaires ou pas. C'est aussi simple que ça. Je ne suis... Ah non, mais ça peut être énorme. En vrai, ça peut être énorme comme combat. Mais ça peut être juste, ils ont l'occasion de faire le plus gros combat de l'histoire. Un combat est gros, pas parce que les acteurs sont gros ou parce que le combat, techniquement, il est très puissant. Un combat est gros parce que ça devient un derby local, parce que ça devient une guerre mondiale dans l'histoire. Et ils ont tout ce qu'il faut pour que l'histoire soit magnifique. Tout ce qu'il faut. Sauf la culture qui est une culture de faire attention. Mais non, je suis persuadé que ils le regretteront comme il y a pas mal de... J'ai une petite espérance, j'ai déjà vu ça passer. Je suis allé coacher tonton qui a combattu contre Rampage. Et on n'a pas communiqué, et on n'a pas parlé, et on a fait les timides, on n'a pas fait une stratégie. Qui, de nos spectateurs, je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui se rappelle que Christian Pumbu, le champion du Bellator, a combattu contre Rampage Jackson. Rampage Jackson. Voilà comment les Européens vont combattre. Ils vont en cachette, ils combattent en cachette, personne n'est au courant, ils reviennent et ça disparaît. Et les gars, vous ne captez pas que l'Europe a l'occasion de faire du sale. Ça veut dire que si le record de visibilité de pay-per-view de Cyril et Francis explose, on est gâté des UFC en France. Ça veut dire que Manon Fiorot sera en co-main event, Faresiam sera en co-main event, et il y aura plein d'autres Français sur les Fight Cards qui vont s'enchaîner en France. Mais si ça fait un flop et que ça ne marche pas, ben, ce sera un flop pour tout le monde. Et au lieu de ça, les gars sont là, ouais, ben, bon, faites attention quand même. Ouais, non, ça se fait, vous avez mal parlé là, les gars. Bon. Et tu penses que ça va s'intensifier quand même un peu au... Oui, je pense que comme l'histoire est vraie, authentique, ça va s'intensifier à un moment donné.
parce qu'on en parlait avec Rose justement, j'attends la conférence de presse avec impatience. Et c'est dommage pour le coup, il devrait y avoir une exception et dire, là les coachs peuvent y participer aussi. Ah, mais toi, tu es malsain, toi. Parce que ça va mal se passer si on met les coachs qui participent. Ça va être sale. Mais attention, c'est pas une mauvaise idée, ça. Hein. Je pourrais toucher un mot à l'ennemi dessus. Peut-être ça va se faire. Mais j'en sais rien. Écoute, ce que je pense sincèrement, c'est que Jared Cannonier, Ouais. il sort de l'interview, il se plaint. Il n'a pas assez de sous. Masvidal, quand il sort de l'interview, il ne se plaint pas. Il n'a pas assez de sous. Il ne dit pas ça. Masvidal est refait. Parce qu'il est bankable. Je ne recommande pas d'aller frapper les gens à main nue comme il a fait pour pouvoir être bankable. Non, je dis simplement que quand vous avez une belle histoire, racontez votre histoire. Rendez l'histoire clivante. Vendez ce que vous avez à vendre. Ce n'est pas être vénal. Ne voyez pas en ce que je dis, Fernand Lopez calcule l'argent. Non. Voyez en ce que je dis, Fernand Lopez calcule la performance. Conor McGregor, classé numéro 1 sur comment ça s'appelle? Forbes. Classement Forbes, ouais. OK. Du coup, c'est une performance. Ce n'est pas juste l'argent qui compte. C'est une performance qui se joue entre Mayweather et Conor. C'est une performance. L'idée, c'est de dire, OK, Cyril, Francis, c'est quoi votre benchmark maintenant? Vous voulez taper quelle barre? Adesanya? Il fait combien Adesanya? 800, 1000. Vous voulez taper qui? Vous voulez taper Masvidal ou Ned Diaz? Bah, ils sont à, je sais pas moi, 1,8 million. Vous pouvez taper ça? C'est de ça qu'on vous parle. C'est que la performance mixed martial art n'est pas juste une performance de comment gagner le combat. On a des mecs qui sont bons, qui sont intéressants, qui ont de la rhétorique. Sortez la rhétorique, battez un record. Battez le record de combat, battez le record de coups donnés, battez le record de machin, mais battez aussi le record sur le pay-per-view des fois. C'est de la performance sportive. En tout cas, rendez-vous d'ici quelques mois pour voir un petit peu tout ça, comment ça performe, hein, bien évidemment. Et d'ici là, bon, on calmera le jeu un petit peu sur Cyril, sur Francis, parce que peut-être que les gens en ont marre, hein, mine de rien. Mais calmez quoi? De quoi tu parles? Bah non, mais là, ça y est. Ça fait quoi, 3 semaines? Attends. Que moi, je calme le jeu. C'est une chose. Je peux le calmer. J'ai pas de problème. Mais vous, les médias, vous avez le devoir de parler du MMA français, de le booster, du MMA européen. Les médias, si jamais il y a Canelo et Mayweather qui vont combattre, pendant 6 mois, vous n'avez que du Canelo et du Mayweather. Parce qu'ils vendent la sauce. Si jamais vous avez... Ça, ce que je veux dire, c'est que les médias, vous avez le devoir de porter le MMA français. Est-ce que vous savez que Manon Fioré n'est pas loin de la ceinture? On n'en parle pas encore, mais Manon pourrait faire la ceinture très bientôt. Est-ce que vous savez que la ceinture de Manon dépendra de comment vous, les médias, vous la mettez en haut ou pas? Manon fait un combat, elle rentre en face, vous oubliez, vous ne parlez plus. Il faut la bombarder, il faut inonder les réseaux, il faut en parler. Parce que comment fonctionne l'algorithme de l'UFC? Ils vont checker point par point combien sont les réactions et les engagements des 2 noms, de Manon Fiorot, de Cyril. Ils vont aller checker ce que Fares Ziam donne comme responsive sur Google. Ils peuvent le checker ça. Et ils voient que ça répond, que ça clique beaucoup et ça marche. Bon, va falloir, la propagande va continuer, hein, du coup. Il faut faire la propagande, y compris là, tout de suite, là. C'est-à-dire que là, maintenant, là, vous cliquez déjà sur abonner, vous validez votre truc si vous ne l'avez pas fait, vous mettez le pouce bleu et c'est
C'est ça qui fait. Mais sérieux, mais pourquoi tu ne prends pas le temps d'expliquer ça aux gens? Je suis choqué, en fait. C'est Pourquoi tu vrai. expliques aux gens comment ça fonctionne un peu l'algorithme en disant que Bah, vas-y, la, tu le fais mieux que moi. Tu le fais mieux que les moi, c'est bon. médias, l'UFC check la map du monde et veut voir comment les médias latinos fonctionnent quand l'UFC va au Brésil. Ils checkent de voir les réactions. Est-ce que ça communique assez? Est-ce que ça communique pas assez? Quel est le nom qui clique? Par exemple, quand moi je vais, quand il y a un événement au Chili, quand il y a un événement en Uruguay, on est sûr qu'il y aura Véronica Macedo. Parce que Véronica Macedo, ça clique beaucoup dans ces coins du monde. Parce que sur Internet, son nom clique beaucoup et ça buzz dessus. Et donc, on va aller organiser dans ce coin du monde-là. Mais les gars, c'est la même chose chez nous. Là, je le dis en rigolant, mais sérieusement, plus on clique sur les podcasts, plus on valide, plus on s'abonne et plus on donne une chance à nos élèves, à nos gars de pouvoir faire des main events, des co-main events. Bah voilà. Donc bon. Donc abonnez-vous, commentez, posez des questions. C'est comme ça qu'on aura un UFC à Paris, parce que finalement, c'est ça le plus important. Let's fucking go. Allez! À la semaine prochaine.